Bonjour à vous à l'écoute. Voici ma deuxième leçon de mon quatrième cours en ligne. Ce cours s'appelle Sous-développement, développement, épanouissement. C'est un cours en ligne pour les Camerounais, les Tchadiennes et autres qui veulent me suivre sans problème. Je suis toujours à votre disposition, même après. Vous savez que les leçons sont formulées après avoir donné un questionnaire à ceux qui se sont inscrits à ces cours et sur les réponses qu'ils font, je propose après la leçon explicative. La fois précédente, quelqu'un m'a signalé que j'avais oublié la réponse aux questions numéro 6 du questionnaire, le premier questionnaire. Là, on disait, pour que le Cameroun et le Tchad se désenclavent, il faudrait prioritairement, et là, il y avait trois choix à choisir parmi les trois. Pour que le Cameroun et le Tchad se désenclavent, il faudrait prioritairement route, électricité et Internet. Eh bien oui, semble une réponse correcte que jamais. Mais voyons le numéro 2, il faut choisir sur les trois, n'est-ce pas? École, hôpitaux, résilience, ben, enfin, c'est normal. Avant tout, il faudrait les écoles pour former les nouvelles générations, hôpitaux et résilience climatique, et surtout les zones, on parle des zones sahéliennes, n'est-ce pas? Mais même des entreprises, des usines, la digitalisation moderne, tous les trois sont nécessaires. Mais puisque le professeur Rebellato, que c'est moi, Leopoldo, a dit qu'il faut choisir la meilleure, si moi j'ai comme politicien, comme président de la République, comme gouverneur, etc., je développe les écoles et les hôpitaux, mais s'il n'y a pas les courants électriques, s'il n'y a pas les routes pour rejoindre l'hôpital, et si moi je suis un grand entrepreneur, est-ce que je peux poser une entreprise dans un lieu reculé? Jamais. Mais même à Maroua, ou même à N'Djamena ou à Mundou, je ne me mets pas à ouvrir une entreprise si je n'ai pas route, électricité, Internet. Donc, la priorité, c'était A. Voilà. A, la première question. Route, électricité, Internet. Après, tout le reste vient. Avançons. Quelqu'un m'a dit, professeur, le mot processus, que vous dites que pour les OSC, organisations de société civile, ils ne peuvent pas faire des processus. Attention, mais qu'est-ce que c'est processus? Attention, toute intervention, qu'il soit d'une OSC, ou qu'il soit des maires, ou qu'il soit d'un gouverneur, qu'il soit d'une OSC internationale, UNICEF, etc., etc., part avec des actions, c'est-à-dire se concrétise avec des actions encadrées dans un projet. Les projets se trouvent dans un programme et le programme peut déclencher un processus. Pas clair, c'est sûr. Et alors, je m'appuie à des diapositives et maintenant, je vous montre des diapositives. Suivez-moi sur les deux diapositives. Voilà cette diapositive, le gradient opérationnel. Un premier exemple. Action. Production, par exemple, diffusion d'un bouquin à images spécifiques pour l'hygiène, sur l'hygiène intime pour les adolescents. C'est une belle action, très importante. Mais il fait partie d'un projet. Cette action, c'est une des différentes actions d'un projet qui dure, par exemple, 2 ans, 3 ans, dont le titre peut être campagne d'information et sensibilisation sur les droits au propre corps. Ce projet est inséré dans un programme qui peut durer 5, 6, 10 ans même, éradiquer la pratique de la mutilation sexuelle dans une X raison. Ça, c'est le programme. Mais si tu fais ça, et donc tu parles de la valeur du corps, de la valeur sociale de la femme, et tu ne fais plus la mutilation sexuelle, etc., etc., tu es acteur d'un processus plus grand. Petit à petit, les femmes deviennent protagonistes sociales. Mais ce n'est pas toi, avec ton action, tes projets et tes programmes, qui fait déclencher le processus. Tu es un des multiples acteurs qui déclenchent le processus. J'ai un autre exemple, si vous voulez. Voilà, l'action. Construction de latrines dans les marchés, les écoles et surtout dans toutes les maisons, au moins des membres des coopératives coactrices. C'est-à-dire, moi je suis une OSC,
Je suis des coopératives, des groupes, comment est-ce que vous les appelez encore? OP, Organisation Paysanne. Pas bien dire paysanne, quand même. Membre des coopératives, donc. Coactrice. Une fois, on disait bénéficiaire, mais nous utilisons le mot coactrice. Donc, imaginez-vous que moi, au SCC, comme on fait maintenant au Cameroun et même au Tchad, on suit ces groupes, on fait des latrines dans les écoles, les marchés, etc., surtout les membres des coopératives, c'est l'action. Mais lequel est le projet? Créer une première fédération de coopératives, modèle holistique, inclusive des femmes, jeunes et refusés, quelque chose de plus grand, à l'intérieur desquels il y a cette action. Il y a différentes autres actions. Dans un programme plus avancé, constitué dans la X raison, un réseau de coopératives innovantes à partir de l'acquisition et diffusion des formes de résilience au désert qui avancent. Et donc, il faut augmenter même la qualité de la vie, etc., etc. Voilà que je suis acteur, plus ou moins important, d'un processus. Les agriculteurs du Sahel deviennent de véritables sujets sociaux et acquièrent une importance sociale considérable. Voilà donc, j'espère d'avoir donné les concepts d'action, projet, programme, processus. Mais le processus, tu ne peux pas être l'unique acteur, jamais. Avançons dans notre conférence. Passons au suivant. Oh là, le questionnaire numéro 2 avait comme titre l'importance des mots utilisés. Et il y avait des questions au départ. Pardon, je prends la feuille. Il disait, je n'ai pas cité les questions, mais je les lis. C'est mieux dire Jacques, groupe d'épargne et crédit, que dire avec, association villageoise d'épargne et crédit. Après, il y avait une autre question. Au mot villageois, les villageois, allons voir les villageois. Je préfère, et chacun de vous a donné une réponse. Il y avait une autre question. Au mot OP, organisation paysanne. Oui, combien d'organisations paysannes il y a dans les différents villages, etc., etc. Je préfère, et chacun a donné sa réponse. Voyons un peu alors, pardon. Nous regardons les personnes. Les cours est adressé, vous que vous m'écoutez, vous êtes tous, entre guillemets, des intellectuels, parce que vous avez étudié beaucoup, etc., etc. Mais quand vous vous approchez à des personnes qui n'ont pas eu la chance d'étudier, vous regardez le statut social ou bien la profession. Si vous regardez le statut social, vous utilisez le mot villageois, paysan, rural, campagnard, et justement, quelqu'un parmi vous a bien répondu. Villageois, c'est une insulte. Est-ce que ta mère, à ton père, si tu viens de la brousse, tu dis, tiens, villageois? Parce qu'il signifie même des personnes dont le quotidien et le mode de vie est inférieur. Les mots villageois, les mots paysans, les mots rural, les mots campagnard, vraiment indiquent des personnes qui ont même un niveau intellectuel inférieur. Pas seulement manque de culture telle que nous l'avons reçue dans les écoles, mais qu'ils ont peut-être la culture rurale, etc., que c'est une belle culture, mais elle n'est pas enrichie de la culture internationale, disons. Mais nous disons même qu'ils ne sont pas arrivés, ils sont inférieurs à nous, ils ne comprennent pas, sont objets de notre formation, objets de notre intervention, objets de notre aide. Pour les repêcher, les pauvres sont inférieurs à nous. Non, on ne regarde pas le statut social, on regarde la profession. Et alors, quand on s'approche dans un quelconque village, on parle des cultivateurs, des producteurs, d'agriculteurs, éleveurs, pisciculteurs, fermiers. Utilisons les mots, n'est-ce pas, qui indiquent la profession, pas le statut social. Avançons un peu. Ou ensuite, il y avait un long test. Et moi, j'ai proposé, voici un texte avec un langage et un contenu pas correct face à l'évolution culturelle des dernières décennies. À toi de le refaire, modifiant les mots écrits en noir, mais conservant les mots écrits en rouge. J'ai utilisé le langage qui m'était proposé quand j'étais enfant, adolescent, 10, 15 ans, et j'allais à l'école, et on me parlait comme ça. Et moi, j'ai repris ce langage en disant, eh non, maintenant, l'évolution culturelle, par exemple, le Tchad est l'un des pays encore sous-développés, ou pour mieux dire, pays
soyons miséricordieux, en voie de développement. Mais quelqu'un me disait, mais professeur Leopoldo Rebellato, pourquoi tu n'utilises pas les mots comme les autres utilisent, les Nations Unies, les institutions internationales, qui disent que nous, les Tchadiens, nous sommes sous-développés, et tu dis non, vous n'êtes pas sous-développés. Mais qu'est-ce que signifie sous-développement? Et qu'est-ce que signifie développement? Et qu'est-ce que signifie pays en voie de développement? Mais moi, j'ai vécu au Congo, ce n'est pas loin du Cameroun et du Tchad, n'est-ce pas? Ma femme était enceinte, était enseignante, et la loi prévoyait 2 mois de repos, disons, maternel, comme est-ce qu'on dit. D'accord. En Italie, c'est 3 mois, et même 6 mois, et même 1 an. Et même les papas ont le droit de 3 mois. Chaque peuple fait ce qu'il veut. Mais disons, au Congo, je dis, ben, 2 mois, ça, je respecte la législation. Si vous allez aux États-Unis, les pays que vous dites les plus développés, c'est 4 semaines, 1 mois. Or, est-ce que c'est développé, est-ce qu'il est développé un pays qui donne 4 semaines de repos à la maman pour accoucher son enfant? Or, le Cameroun, le Congo est plus développé parce que dit pour le respect de la nouvelle vie et de la femme, je lui donne 2 mois. L'Italie donne 3 mois, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Et les États-Unis, que c'est le plus développé, c'est tellement sous-développé que la naissance d'une nouvelle vie ne peut pas empêcher à la femme de travailler parce que la femme, c'est un objet de l'économie. Elle doit travailler, mais pas 4 semaines après après la naissance de l'enfant, après l'accouchement, mais 4 semaines au total. Donc, si une femme se trouve un problème, vous voyez, je descends aux détails pour vous donner des idées claires. Si une femme, avant l'accouchement, elle doit aller à l'hôpital parce qu'elle a des difficultés, fait 3 semaines, après finalement l'enfant sort, il lui reste 1 semaine avec son bébé au sein. Après, elle doit aller travailler. Et vous dites que les États-Unis sont les plus développés du monde. Oui, sur les routes, sur Internet, etc. Mais il y a un sous-développement social. Mais une fois, je suis tombé malade à Yaoundé. Vous me suivez? Je suis tombé malade à Yaoundé. Mon ami Charlie Essomba, notre membre de l'IFP, directeur à Yaoundé, m'a accompagné vite, vite à la clinique. Ils m'ont regardé, ils n'ont pas osé me rien dire, ils m'ont soigné bien, bien, $150, 150 euros, une journée de soins. Après moi, il est entré un autre, un Africain, un Camerounais. Et j'ai entendu, as-tu l'argent pour te payer? Bon, chez nous en Italie, on ne dit pas ça, hein. En Europe, en France, en Allemagne, en Espagne, on ne dit pas ça, parce qu'il y a la couverture de l'État. Quand il y a des problèmes, on te couvre. Mais si vous allez aux États-Unis, la première question qui vous pose, c'est avez-vous l'argent pour être soigné autrement? Et alors, je dis, c'est qui les plus développés? Alors, les États-Unis sont comme, pardon, le Cameroun. Si tu n'as pas l'argent, tu n'entres pas à l'hôpital et ils les laissent mourir à l'extérieur. Voilà, donc, s'il vous plaît, n'utilisez plus ces mots, même si au niveau international, ils les utilisent. Soyez un peu détachés de la sémantique, on dit, de la façon de parler des mots utilisés au niveau international. Il vous faut une mentalité occidentale et vous n'êtes pas des Occidentaux. Et moi, peut-être non plus. Je me sens libre, disons. Et quand même, pays en voie de développement, tout le monde est en développement, mais probablement quelqu'un même est en sous-développement. Je vous porte l'exemple, par exemple, du Brésil. Autant, il y avait un président. Après, il est entré Bolsonaro, le président Bolsonaro, qui a enlevé toutes les aides sociales aux populations les plus pauvres. Est-ce que l'arrivée de Bolsonaro a été un développement pour le Brésil ou a été un sous-développement? Maintenant, Bolsonaro quand même est en prison. Vous voyez? Parce que finalement, le peuple et la justice s'est révolté. Ils ont dit non, avec lui, nous avons eu 5, 6, 7 ans de sous-développement.
du contraire du développement. Donc, faites attention. On est en voie de développement, on est en voie de sous-développement. Tout le monde n'est jamais développé et c'est fini. Tout le monde bouge ou vers un développement ou vers une perte de développement. Avançons une autre question, toujours un texte raciste, disons. Le Tchad est habité par une population de races nègres, divisée en environ 200 tribus, chacune avec son dialecte. C'est formidable et quelqu'un a vraiment répondu, disons par exemple, le Cameroun, je prends la feuille, le Cameroun est habité par une population sahélienne, ben, disons, population diversifiée, population soudano-sahélienne, une population mosaïque, une population de 21 millions d'habitants. Bon, vous avez dribblé, mais on utilisait le mot race, race nègre. Qui a inventé le mot race? Ont été les biologistes comme moi, du siècle de 200-300 ans, pour diviser par exemple la race du chien haut de 60-70 et la race du chien petite, etc., etc. Après, on s'est aperçu qu'au niveau humain, les races n'existent pas. Ce n'est pas parce que vous êtes noir, les cheveux frisés, et moi je suis blanc, et les cheveux différents, disons, qu'on est des races différentes. Il y a un gradient. On ne peut pas couper à tranches. Tandis que sur les chiens, sur les chevaux, sur les animaux, on peut couper à tranches différentes, même espèces, différentes races. Mais au niveau humain, vraiment, on n'a pas. Ils se sont trompés, mais d'une façon très maligne. Parce que, par exemple, j'imagine que vous avez entendu parler de Hitler, Adolf Hitler, la Deuxième Guerre mondiale, où il a dit la race des Hébreux. Est-ce qu'il y a une race des Hébreux? Mais ils les ont tués 6 millions. Ceux qui sont des Hébreux sont pires que les animaux. Ils ont tué 6 millions d'Hébreux tués complètement. Sur le mot race, vous comprenez? On a créé vraiment du racisme énorme. Divisé en environ 200 tribus. Ah, il y a une blague une fois que j'ai parlé avec quelqu'un. Je suis allé en Suisse. Suisse, c'est un pays européen, n'est-ce pas? Ce sont 3 millions seulement. Et on dit le peuple suisse. Je me suis rendu une fois au Kenya et j'ai voyagé dans le Kenya, le nord, etc. Et j'ai trouvé la tribu des Kikuyu. Sont combien les Kikuyu, je disais aux missionnaires qui m'accompagnaient? 6 millions. C'est comment? Alors, les 6 millions de Kikuyu africains, on dit, sont des tribus. Les Suisses, eh non, c'est un peuple, 3 millions. Mais pourquoi? Pourquoi on ne dit pas la tribu des Suisses et le peuple des Kikuyu? Le mot tribu est utilisé seulement par vous. Et si vous utilisez encore ce mot, vous avez vraiment la mentalité occidentale. Vous avez sucé le lait à nous, même les méfaits que nous avons vous portés. Attention, n'hésitez pas même à la bonté que nous avons portée, n'est-ce pas? Les choses positives, distinguées. Raisonnez avec votre tête. Race n'existe pas, tribu n'existe pas. Les mots corrects, même au niveau scientifique, biologique, c'est ethnie. Et après, chacune avec son dialecte. Dialecte, ça signifie que nous, les Européennes, nous avons créé dans notre histoire les langues. Le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'italien, etc. Vous, non, non, vous les nègres, pas capables. C'est mon des petits mots, des dialectes, des barbares. Non, attention. Hein. Et alors, il fallait écrire, il est habité d'une population africaine, si vous voulez, divisée en environ 200 ethnies, chacune avec sa langue. Sa langue. D'accord? Avançons un peu. La population de la partie du pays, sud du pays, est déjà suffisamment évoluée, tandis que celle des zones plus au nord est encore peu civilisée. Eh oui, nous les Blancs, nous avons porté la civilisation africaine. Je me rappelle qu'il disait, par exemple, le Congo a porté, moi j'avais 12 et 13 ans, le Congo a porté la civilisation au Congo. Pardon, les Belges, pardon, les Belges a porté la civilisation au Congo. Et en effet, il s'appelait Congo belge. Mais après, j'ai découvert que Léopold II, mon homonyme dommage, mais moi je suis Léopold II et pas Léopold II,
quand il a pris le Congo, en 20 ans, à partir de quoi? De 1880 jusqu'à 1900, des 40 millions qu'ils étaient, ils se sont baissés à 20 millions. Ah, civilisation avec 20 millions de morts. Voilà donc. Alors, venons ici. La population est suffisamment évoluée. Qu'est-ce que signifie évoluer quand il y a l'évolution partout? Et encore peu civilisé. Mais qu'est-ce que signifie civilisation, justement? Est-ce qu'un paysan quelconque, pardon, paysan, un agriculteur quelconque qui n'est jamais allé à l'école, et moi j'ai vécu quand je vivais au Cameroun, et quand je vivais au Cameroun avec les analphabets, dans mon historique, je rappelle bien quand j'étais jeune, le lycée classique, formidable, il m'a élevé beaucoup ma culture. Après, j'ai fait l'université, le master européen, etc. Ah, je suis devenu docteur, professeur, etc., etc. Mais quand j'ai fait 2 ans au Congo et 4 ans au Cameroun, dans ma jeunesse avec mon épouse, et là, on a mis au monde des enfants en Afrique, j'ai découvert que ces 6 ans d'Afrique étaient un cours plus qu'universitaire. Mais mes enseignants, mes professeurs étaient les analphabètes de la brousse perdue. Nous vivons même dans des huttes en paille, en poto-poto, comme les Africaines. Et vraiment, ont été des grands maîtres, les analphabètes. Et nous les disons, ils ne sont pas évolués et peu civilisés, doucement. La philosophie de leur vie, la conscience, le respect, l'attention à la nature, l'attention. Non, c'était formidable, pardon. Hein. N'utilisez pas ces mots, donc. Maintenant, il y avait d'autres questions pièges. Une bonne dose de coopération internationale s'impose. Eh oui, hein, parce que vous avez quand même quelques problèmes, n'est-ce pas? Donc, pour faire sortir ces pays, que c'est le Tchad, ce cas, de son retard historique, ah, le Tchad ne s'est pas développé, il est en retard historique, et de son reculement. Pourquoi on a besoin de cette coopération? Pour l'insérer dans les circuits commerciaux, économiques et financiers normaux. Ben, là, on a déjà dit dans la leçon précédente, est-ce qu'il y a quelque chose de normal? De la part des pays développés, et là on a dit on n'utilise plus pays développés, il serait bien donc l'étude et la réalisation des projets en faveur du SAD pour améliorer les infrastructures, routes, lignes électriques, hôpitaux, puis écoles. Voyons un peu quelle réponse a donné quelqu'un. Quelqu'un m'a donné de belles réponses. De la part des pays ici développés, non, non, je parle de la première phrase. Une bonne dose de coopération internationale s'impose donc pour permettre à tous les peuples d'avoir les mêmes opportunités. Formidable, monsieur ou madame A.T., que je ne sais pas qui il a écrit permettre à tous les peuples. C'est ça la coopération internationale. Si on intervient pour faire certaines choses auprès de vous, pour vous faire les routes, comme on a fait au Cameroun et au Tchad, à partir de Tchad, je ne me rappelle plus, jusqu'à la pipeline, jusqu'à Kribi. C'était une coopération internationale finalisée à quoi? À vous sucer le pétrole, à vous donner des miettes et nous enrichir, n'est-ce pas? Donc, faites attention, une dose de coopération internationale s'impose. Ce type de coopération internationale, je répète la pipeline, ce n'était pas pour vous permettre les mêmes opportunités à nous, mêmes opportunités que nous avons. C'était seulement pour vous exploiter, suçant le pétrole et vous donnant un peu d'argent. Et comme on sait, la plupart d'argent a été volé et mis en poche par le gouvernement, le gouverneur, les responsables nationaux, les présidents, etc., du Tchad. Et je sais, on a tout ça. Donc faites attention, je sais que c'est vrai parce que j'étais là. Une bonne dose de coopération internationale s'impose donc pour que tous les peuples aient les mêmes opportunités. Vous comprenez? Mais sur la coopération internationale, je reviens après. Voyons un autre. Qu'est-ce qu'il a écrit? La même chose. Mais ne vous copiez pas, hein, parce que si vous écrivez les mêmes choses, celui-ci, offrir à son peuple les mêmes opportunités que les habitants d'autres pays qui bénéficient d'un large éventail de facilités. Formidable là aussi, hein? OK.
l'Asie développée, la première partie. De la part des pays développés, il serait bien donc l'étude et la réalisation. Êtes-vous sûr que vraiment les peuples plus développés, disons, plus développés, pourquoi vous nous dites développés? Mais analysons après. L'étude et la réalisation des projets en faveur du Tchad. Cioè, moi, récemment, j'ai étudié et j'ai réalisé les poulaillers pour mes poules. Eh bien, c'est normal, n'est-ce pas? Il m'a fallu. Hein. Je les fabriqué moi-même avec mes mains. Les poules sont très contentes. Eh bien, et moi, quand je vais au Tchad, j'ai fait l'étude et la réalisation des projets en faveur des Tchadiens comme si c'était des poules, c'est-à-dire les poules ne raisonnent pas. Mais si je viens travailler au Tchad, je viens pour travailler en votre faveur, comme si vous étiez des poules. Non. Et pourquoi? Pour vous donner route, ligne électrique, hôpitaux, puis école, sans développer votre capacité. Quel type de coopération internationale est-ce qu'elle est? Et alors, regardez un peu. Concernant la coopération internationale, j'ouvre une parenthèse et maintenant, une à une, je vous donne certaines diapositives que j'ai choisies à partir d'un cours universitaire que je tenais concernant justement la coopération internationale. Voyons alors, une première diapositive. Coopération, c'est quoi? Des définitions. Union d'efforts visant à un bénéfice pour chaque partie prenante. Coopération signifie, du latin cum opere, œuvrer ensemble, travailler ensemble, être ensemble. Et voilà, deuxième définition, l'ensemble des activités communes d'acteurs publics et ou privés des pays différents. Passons à la diapositive suivante. Il y a différents types de coopération internationale. Les privés spontanés, coopération populaire, peuple qui s'approche à un autre peuple, OSCE, Organisation des sociétés civiles, qui travaille à notre OSCE du pays avec lesquels on collabore. Ou bien il y a la coopération internationale publique, institutionnelle, coopération bilatérale, gouvernement-gouvernement, ou bien le multilevel government, coopération entre différents niveaux de structures étatiques, les différents pays, États, régions, départements. Et après, il y a le public, plus le privé, mixte, coopération multilatérale, gouvernement, organisation comment est-ce qu'on dit, supranationale, les Nations Unies, Banque mondiale, etc., etc. Voilà différents types de coopération. Mais passons à la diapositive suivante. Je répète, qu'est-ce que c'est coopération internationale? L'ensemble des activités communes d'acteurs publics et ou privés des pays différents. L'ensemble des activités communes d'acteurs publics et ou privés des pays différents visant à quoi? À un bien réciproque, coopération internationale ordinaire, au bien commun, coopération internationale alternative. Je ne sais pas si c'est clair, mais passons à la diapositive suivante qui rend encore plus clair ma pensée et ma proposition de pensée et de langage. Coopérer signifie travailler ensemble pour atteindre un objectif fixé. On se met ensemble et on dit on va rejoindre cet objectif. Il existe deux types de coopération internationale. La coopération entre les États, entre les institutions, qui vise à réaliser un bénéfice différent pour chacune des parties. À chacun son avantage, celui qui s'attendait. La coopérative entre les peuples, qui vise à obtenir un bénéfice égal pour les deux parties. Le bien-être pour tous, une humanité harmonieuse et conviviale dans la valorisation des différences. Et celle-ci s'appelle, je l'appelle, coopération internationale alternative. Analysons un peu. La première définition, la coopération entre les États, entre les institutions. Il y a eu par exemple des accords entre l'Italie et la Libye. De la Libye viennent la plupart des immigrés vers nous, notamment pas des Libyennes, mais d'Africaines subsahariennes, vos frères, qui quittent et vont. Là, en Libye, ils sont torturés, massacrés, etc. Et finalement, ils arrivent en Italie. Alors, l'Italie a fait un accord avec la Libye en disant, je te donne autant de millions d'euros pour que tu
empêche ces personnes à venir en Italie. La Libye était très contente. Bien sûr qu'il y a une diminution des personnes qui sont venues, qui viennent en Italie. Mais je m'en fous, le gouvernement italien, si après ils sont massacrés là-bas. Pour moi, j'ai obtenu mon objectif, c'était de quoi? De limiter l'immigration. L'objectif de la Libye, c'était quoi? D'avoir de l'argent pour créer des infrastructures d'accueillance, etc., qui n'ont pas fait, qu'ils ont bouffé. Mais nous avons rejoint nos des objectifs. Non, hein. Nous n'avons pas enlevé la cause. Nous n'avons pas enlevé la cause. Quand on a fait la pipeline pour revenir à ça, au discours que je faisais au Papa, du Tchad au Cameroun jusqu'à Kribi, parmi les objectifs qui s'étaient posés cette coopération, c'était avant tout qu'en Europe arrivait un peu plus de pétrole. Merci beaucoup. Deuxièmement, que cet argent là-bas puisse être utilisé pour créer des écoles, pour créer des hôpitaux, et même pour donner de la nouvelle terre à la population, notamment tchadienne, qui venait d'être exclue de ce terrain, qui venait d'être expulsée de ce terrain, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a rejoint ce deuxième objectif? Est-ce qu'on a rendu meilleure la vie des Tchadiennes? Pas du tout, pas du tout. On ne concevait pas d'enlever les causes qui provoquent vos problèmes. C'est quoi les causes qui provoquent vos problèmes? Analysez même toute l'histoire du franc CFA. Vous êtes tellement lié à l'euro que vous n'êtes pas libre et vous savez que bien d'argent pour être lié à ça enrichit la France. Donc, toute aide qui vient, par exemple, de la France, si on n'enlève pas les causes qui provoquent votre pauvreté, ce n'est pas une vraie coopération. J'espère d'avoir donné quelques idées, mais je vous montre une autre diapositive. L'évolution de la coopération internationale occidentale envers les pays marginalisés. 1950-1960, décennie de l'aide publique, militaire et technique. 60, 60 et 70, décennie de l'aide financière, beaucoup d'argent. J'ai vécu ça, j'étais universitaire, j'étais au lycée. Il faut aider, donner de l'argent, donner de l'argent. Après, on s'est aperçu que donner de l'argent, les pays soi-disant alors tiers-monde, vous vous rappelez l'autre fois que j'ai parlé du tiers-monde, qui n'existe pas, mais qui ont parlé comme ça, créer des banques, etc., etc. En 70, 80, décennies de l'aide économique. En 80 et 90, décennies de l'aide pour la préservation du status quo. En 90, 2000, décennies de l'assistanat. On vous donner l'assistance. Si on passe à la diapositive suivante, 2000-2015, 8 objectifs du millénaire pour le développement. On n'a rejoint aucun des objectifs. 15, 30, 17 objectifs du développement durable. Maintenant, on est au 25. Et qu'est-ce qu'il y a? Pas rejoigné. Vous voyez, donc, la logique de ceux qui ont le pouvoir international envers ceux qui sont comme vous en difficulté, ce n'est pas de vous faire sortir, c'est de vous aider économiquement, techniquement, etc. Mais le problème se pose. Il y a une justice mondiale, mais je ne peux pas m'éterniser sur ça parce que ma conférence est limitée ici. J'aimerais pouvoir faire un cours universitaire sur ce thème quand je descendrai au Tchad prochainement et au Congo. Mais je vous montre une autre diapositive, toujours pour vous donner une aperçu plus grande de ma pensée et même en général l'historiogenèse de la sémantique. L'argument de la conférence d'aujourd'hui, c'est la sémantique, le sens et la signification des mots. Regardez, nous les Occidentaux, envers vous, peuple considéré pas évolué, on a eu toute une évolution de la sémantique. Au siècle 19e, on vous appelait colonie. Oh ben, colonie, jusqu'au siècle 19e, oui. Après, on a dit possession d'outre-mer. Après, on a dit pays sous-développés. Après, on a dit tiers et quatrième monde. Après, on a dit pays en voie de développement.
Après, on a dit centre et périphérie. Après, on a dit pays du sud du monde. On ne sait pas comment vous appelez. Mais concrètement, c'est toujours la même chose. Vous êtes dehors de nous. Vous êtes inférieur à nous au niveau international. Et voilà la sémantique qu'on utilise quand on parle des pays à faible pouvoir politique tel que le vôtre. Faible pouvoir politique et faible pouvoir économique. Pauvres, vous pauvres et nous riches. Il y a eu des occasions, c'était quoi? Il y a une quinzaine d'années, qu'on fait encore, mais des grandes réunions des 7 pays plus riches, les E7. Vous savez qui sont les 7 pays plus riches au monde? Les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, Royaume-Uni, Italie et France, Italie, Canada. Se sont réunis les 7 plus riches du monde et ils ont même fait une réunion collatérale des 7 pays les plus pauvres du monde. On a dit payer même l'avion au président des 7 pays plus pauvres du monde et on leur a donné quelques centaines de millions, que je ne sais pas s'ils sont allés auprès de la population. Quelle honte quand même. Nous, les grands riches, on prend même les plus pauvres, les mendiants, venez, 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 on vous fait un cadeau. Et tous les 7 présidents sont allés en disant, nous sommes les plus pauvres, faites la charité. Quelle honte. Sous-développé et développé, aider et aidant. Ça, c'est un langage vraiment occidental. Vous ne devez pas utiliser ce langage, absolument pas. Vous pouvez utiliser, voilà, la dernière diapositive que j'ai élaborée quand j'ai fait animation, sensibilisation dans les écoles italiennes, même les gamins de 7, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'université, etc. Et j'ai fait toujours, j'ai dit, faites-moi une comparaison plus analytique. Qu'est-ce qu'on peut dire pour dire qu'il y a une différence énorme entre nous, pays tellement riches, et entre les autres qui sont tellement pauvres, mais on ne peut pas dire que nous sommes riches et ils sont pauvres. Ce n'est pas correct comme ça. À savoir, par exemple, que toutes les matières premières de vous viennent à nous et vous sont sous-payées à partir de la gomme arabique, à partir du pétrole, à partir du cacao, etc., du coton, que vous recevez les miettes. Si je parle du Congo, toutes les terres rares, etc., etc. Nous vous suçons tout, vous laissant des miettes. Voilà alors. Voilà un peu ce que je propose. Appauvri et enrichi. Nous ne sommes pas riches, nous sommes enrichis. On vous a bien exploité avec les soi-disant traite des nègres, avec le colonialisme, le néocolonialisme et actuellement aussi. Nous avons sucé la richesse à vous et vous êtes devenus pauvres, appauvris, non épanouis, vous, non épanouis, ça c'est sûr. Et nous, mal épanouis, marginalisés et marginalisants. Nous. Mais après, j'ai ajouté, enfin, d'après ce que vous avez, les résilients face à toutes ces difficultés, à ces guerres, à cet appauvrissement continu qui vient des mécanismes internationaux de division de la richesse, vous êtes quand même résilients, tandis que nous sommes accommodants. Je regarde, par exemple, les guerres qui touchent le Congo, ou c'est chez moi un peu le Congo de l'Est. Guerre après guerre, mort après mort, mais quand même les gens ressurgissent toujours, 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 toujours. Nous vivons encore choqués de la Deuxième Guerre mondiale terminée en 1945 du siècle passé. Un petit mot sur la dernière diapositive. Épanouissement. Oh, il y a même la traduction en anglais. Qu'est-ce que c'est l'épanouissement? Je vous donne ce concept juste pour vous préparer à la prochain questionnaire. Et la pleine et libre expression et réalisation des propres potentialités, des propres spécificités et individualités, du propre protagonisme dans la société locale et mondiale. C'est un petit cadeau pour vous aider mais ne copiez pas, hein, parce que aux questions que je pose dans les prochains questionnaires numéro 3, vous ne devez pas répéter ça. C'était une aide pour vous faire comprendre. Mais venons à la dernière question qu'il y avait dans le questionnaire numéro 2. Concernant les écoles, il faut que l'enseignement scolaire vise surtout à la formation technique.
jusqu'au niveau universitaire, permettant ainsi finalement la constitution d'une classe de techniciens capables d'être managers d'entreprise. Mais vous comprenez, nous venons, nous vous disons développer votre école pour en faire quoi? Pour en faire quoi pratiquement? Pour faire les techniciens qui servent à nous, multinationales, n'est-ce pas? Non, voyons un peu ceux qui ont écrit. Quelqu'un qui a écrit quoi? Voyons un peu. Ici, ils ont écrit, concernant les écoles, il faut que l'enseignement scolaire vise surtout le développement des programmes professionnels et pratiques. Ben, ça, c'est une belle chose, oui. C'est-à-dire vraiment, vous étudiez le lycée classique, vos écoles sont tellement théoriques que j'ai dit non. Non, en effet, on trouve des personnes qui n'ont pas les pieds par terre. Et moi, je dis que ces cours, c'est aussi de mettre votre intellectualité avec les pieds par terre. Et après, qu'est-ce qu'il m'a écrit, quoi? À renforcer le système éducatif jusqu'à un niveau universitaire, permettant ainsi finalement à former des leaders de demain capables de gérer leurs pays respectifs. Ça, c'est dignité comme réponse. Former des leaders de demain capables de gérer leurs pays respectifs. Monsieur Athé a répondu, concernant les écoles, il faut que l'enseignement scolaire vise surtout à l'autonomisation. Ben, disons, regardez, les écoles, avant tout, doivent donner les connaissances, mais après, surtout, doivent donner la conscience des causes de votre appauvrissement, de votre marginalisation. Autrement, quand vous avez étudié, comme parmi vous, j'ai trouvé beaucoup, quand j'ai fréquenté Yaoundé, quand j'ai fréquenté Kinshasa, quand j'ai fréquenté Bujumbura, quand j'ai fréquenté N'Djamena, etc., j'ai trouvé cette élite qui sont la mauvaise copie de nous, les Européens intellectuels. Il faut être concret, par terre, pas détaché de son propre peuple. Vous avez l'intellectualité souvent, mais vous n'avez pas la conscience des causes de la marginalisation de votre peuple, de vos peuples. Voilà. Moi, j'ai terminé ma leçon. Merci et à la prochaine leçon. Ciao, ciao.